potentiellement cancérogène est un succès parce que pendant 10 ans, à la tête du pôle, on va dire, rayonnement électromagnétique de l'OMS, vous avez une personne qui s'appelle Michael Repaccioli. Michael Repaccioli, donc vous voyez, c'est un article de Agoravox là, de 2007, l'affaire Repaccioli, téléphonie mobile, trafic d'influence à l'OMS, point d'interrogation. Eh bien, c'est en fait un médecin australien qui a été chargé, donc, évidemment, de chapeauter ce pôle et donc de décider de quelles études seraient utilisées pour définir la position de l'OMS sur les champs et ondes électromagnétiques. C'est quand même majeur. Hein. Or, il est parti à la retraite un peu dans une odeur de soufre, ce monsieur, parce que, on a trouvé qu'en fait, il touchait de l'argent de la part des opérateurs. Voilà, donc par exemple, ça c'est une copie d'écran du film Thank You for Calling, merci d'avoir appelé, un documentaire qui enquête notamment sur cet aspect-là et où on voit que il percevait donc 150 000 $ par an directement de l'industrie de la téléphonie mobile ainsi que divers fonds complémentaires, etc. pour des colloques, des frais de déplacement, des commissions, etc., etc. Donc, si on vous dit « Ah oui, mais c'est que potentiellement cancérogène », sachez qu'il y a peut-être des raisons derrière. Et pourquoi est-ce que l'OMS, donc, si vous voyez ce documentaire, vous verrez que déjà c'était par chance que ça a pu être estampillé potentiellement cancérogène, qu'il y avait eu beaucoup de tractations pour essayer d'avoir suffisamment de gens contre cette décision sur le panel de la commission, mais qui n'avait pas réussi à mettre assez de monde contre, et ouf, c'est passé. Mais depuis, c'est strictement verrouillé, puisque la personne qui a pris la suite de Michael Repaccioli, c'est son assistante de l'époque, c'est-à-dire Emily Van de Vanter, qui est dans la même logique et qui, elle aussi, faisait partie de l'industrie avant. Voilà. Donc, pour vous donner un peu une idée, quand on se sert de grands noms comme l'ANSES ou qu'on se sert de grands noms comme l'OMS pour dire « mais regardez, même ces grandes institutions disent qu'il n'y a pas de problème », il ne faut pas vous laisser berner, d'accord ? Il y a plus de 6000 études qui disent qu'il y a des problèmes. Donc, il y a quelque chose qu'il faut que vous connaissiez, c'est ce qu'on appelle l'industrie du doute. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, les marchands du doute, l'industrie du doute. C'est une stratégie qui a été développée par l'industrie du tabac à l'époque. En fait, à l'époque, donc, en gros, hein, donc l'idée générale, c'est qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas de risque, parce qu'on pourrait être pris en faux plus tard. On va dire qu'on n'est pas sûr. On va dire qu'il faut faire plus d'études. On va dire que le débat fait rage, que les scientifiques ne sont pas encore sûrs de savoir si c'est vraiment, vraiment dangereux. Donc, on continue à faire des études. Ça permet de botter en touche, ça permet pour les scientifiques de financer plus de recherche, donc ils sont contents. Ça permet pour les législateurs de ne pas avoir à prendre de décisions, à agir, à aller peut-être à l'encontre de personnes qui sont proches d'eux dans les milieux industriels et autres. Et puis, ça permet évidemment aux industriels de continuer à faire un peu plus de business sur quelques années, en espérant que ça se maintienne. Et ça a marché sur le tabac pendant des décennies. Ça a marché également, puisque les mêmes entreprises de com sont recrutées par exemple, l'industrie des gaz de schiste aux États-Unis, l'industrie des OGM, etc. Et maintenant, l'industrie des ondes, d'accord ? Voilà, c'est la même logique, on ne change pas une méthode qui gagne, d'accord ? Donc, décryptez-la, regardez-la, voyez ce qui se passe. Quand vous avez des milliers d'études qui disent qu'il y a potentiellement un problème, c'est aussi parce qu'en fait, ça c'est aussi un extrait de Take Back Your Power, vous avez une sélection en fonction du financement de ces études. D'accord ? Vous avez donc le professeur Henry Lai, donc de l'Université de Washington, qui, donc là, c'est pas lui, hein, lui c'est un scientifique qui donne son témoignage aussi de mainmise de l'opérateur sur les résultats attendus de l'étude, et où si on en sort, eh bien, on se débrouille pour que votre étude ne paraisse pas, par exemple. Là, le professeur Henry Lai, il a fait une compilation des études avec leurs résultats par rapport à leur source de financement. Et il a observé de façon très compréhensible que quand la source de financement était de l'industrie, eh bien 70% des études montraient qu'a priori il n'y avait pas de problème, et que quand la source de financement était indépendante, c'était le contraire. 70% des études montraient qu'il y avait un problème. Ce qui veut dire qu'en finançant des études contradictoires qui permettent de continuer à semer le doute, l'industrie botte en touche, continue à se donner plus de temps et pendant ce temps-là développe la technologie, implante, comme ce qui s'est passé pour la téléphonie mobile, implante les infrastructures qui font qu'une fois que c'est en place, on peut très difficilement revenir en arrière, comme ils essayent de faire pour le Linky.
et les autres compteurs communicants, et puis développent des services associés qui font que peut-être les gens ont de plus en plus de mal à se passer de ces services associés, comme on le voit avec le portable, et du coup, même s'ils entendent les effets négatifs un petit peu relayés par-ci, par-là, ils n'ont pas vraiment envie d'entendre, de les écouter, parce qu'ils se sont habitués, ils sont devenus un petit peu accros à ça, et du coup, ben, voilà, ça pose problème. Alors ces compteurs-là, justement, pour le moment, personne n'y est accro, tout le monde y voit plutôt des inconvénients, et c'est pas grave, on voit quand même la même action à l'œuvre, la même stratégie, d'accord? Donc décryptez-la. Oui, mais après il y a monsieur qui attend depuis tout à l'heure. Voilà. Oui, juste, je voudrais reprendre ce que vous avez dit quand vous dites qu'il n'aime pas être filmé, ce qui est concevable. Et moi j'ai idée, parce que bon, j'ai déjà été, je ne l'ai pas encore, Linky, j'étais sollicitée par téléphone, et donc j'ai refusé, et donc je veux me battre bien sûr, et j'ai idée de mettre justement sur mon portail, bon à la campagne, et le compteur est extérieur à la maison, collé quoi, à l'extérieur. J'ai idée de mettre un panneau que j'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté chez un serrurier, maison sous protection, sous surveillance, enfin vidéosurveillance, parce que ça peut justement leur laisser entendre qu'ils vont être filmés s'ils passent à mon insu. Donc c'est peut-être, ça va peut-être les gêner vu ce que vous dites. Potentiellement, oui, mais voilà, si vous avez... ça coûte pas très cher, on peut mettre un panneau. Si vous avez la possibilité de barricader votre compteur s'il est accessible, c'est quand même... je vais le faire en plus, c'est voilà, sûr. Hein. Mais bon, puisqu'ils n'aiment pas être filmés... oui, tout à fait. Une possibilité. Sachant qu'il faut que ça puisse être associé à quelque chose de juridique. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez dire « je vous avais dit que je n'en voulais pas ». Et vous avez quand même enfreint, je vous poursuis. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est en gros... C'est en complément, sous peine de poursuite, en gros, ne pas entrer, quoi, hein, en gros. Hein. Voilà. Et puis il faut les avoir avertis d'abord, donc effectivement, du fait que vous n'en vouliez pas. Attention, barricadez d'abord. Parce que c'est toujours fermé maintenant. Mais parce que je le dis pour les personnes qui auraient le compteur éventuellement accessible depuis la rue. Puisque un compteur qui est, entre guillemets, difficile d'accès, la pose difficile, normalement, donne lieu à une prime double pour les poseurs. D'accord ? Ce qui veut dire qu'un compteur où on a refusé, ils vont peut-être prioritairement y aller. D'accord ? Ça veut dire qu'effectivement, il vaut mieux d'abord barricader et après prévenir. Voilà. D'accord ? Alors, barricader, il y a des gens qui peuvent se dire, est-ce qu'on a le droit de le faire ? Déjà, sincèrement, premièrement, hein, il y a les limites que vous posez à votre propre sécurité, votre propre intérêt, etc. Ça, c'est une chose qui est personnelle et je crois qu'il faut redécouvrir dans ce pays où la démocratie n'est pas si évidente. Quoi, hein. C'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand vous avez un compteur qui est accessible de l'extérieur, il est quand même dans votre mur, généralement, et il est donc sur votre emprise foncière. Il est chez vous. Il y avait un accès extérieur, mais il est chez vous. Ce qui veut dire que en fait, il n'est plus, quand il est barricadé, il n'est plus accessible 24 heures sur 24 de l'extérieur comme il l'était, mais il est quand même, comme pour les gens qui ont le compteur à l'intérieur, accessible en votre présence pour le relever. Vous continuez à payer vos factures, vous êtes exactement dans le même cas que quelqu'un qui a le compteur à l'intérieur de chez lui. Et c'est pourquoi les personnes qui ont barricadé leur compteur de façon correcte et qui reçoivent une lettre d'Enedis qui les menace, parce que là on a reçu ça il y a, je sais pas, dans les dernières semaines, il y a commencé à avoir des lettres comme ça qui, un peu partout en France, sont reçues par ces gens qui ont barricadé leur compteur et qui leur disent, en gros, vous mettez en péril le réseau basse tension, Enedis doit pouvoir avoir accès au compteur, sous-entendu en tout temps en cas de problème de sécurité, et donc vous avez 15 jours pour enlever les protections et nous rappeler, sinon en gros nous réservons le droit d'engager votre responsabilité devant les tribunaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rien du tout d'ailleurs, parce que c'est inconditionnel, ok? Donc on se réserve le droit, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, primo. Et puis, par contre, ça fait peur, évidemment, hein, c'est le but. Et puis, deuxièmement, c'est un peu bizarre, parce que ça veut dire que quoi? Les gens qui ont le compteur à l'intérieur de leur logement, il faudrait qu'ils laissent leur porte ouverte en tout temps pour que, si jamais il y a un problème de sécurité, eh ben, Enedis puisse intervenir sans avoir à demander quoi que ce soit. Ça ne tient pas la route. Voilà, sauf que quand les gens reçoivent ça et qu'ils voient tribunaux, oulala, d'accord? Voilà. Donc, attention, ne vous laissez pas intimider. On reviendra tout à l'heure sur le chapitre intimidation.
j'ai oublié le second, hein. Il y a le 322.8, si vous allez le chercher dans le code de l'énergie, dit que vous pouvez, que Enedis peut accéder au compteur pour faire le relevage notamment, mais à aucun moment il est indiqué qu'ils viennent pour substituer notre compteur à un autre. Les articles qui sont cités ne tiennent pas la route. Alors, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a une modification des conditions générales de vente et il faut absolument qu'on en parle de cet aspect-là parce que justement, ils essayent de se donner dans le contrat les billes pour avoir la possibilité de nous faire passer une relève à pied payante ou plus. Oui. Il m'a été rapporté de graves problèmes lors de la pause du nouveau compteur. Oui, tout à fait. Des trucs qui sautent, si la personne est très souvent visiblement inexpérimentée. Oui. Et donc, alors là, comment on fait quoi? Enfin, visiblement, on fait un bras d'honneur au particulier qui dit mais moi, tout a cramé, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Je ne sais pas s'il y a des précautions à prendre. Alors oui, théoriquement, ils sont censés prévenir avant, disjoncter, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas, évidemment, ils disjonctent, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est le problème de généralement, la pause, après, ils oublient parfois de remettre le neutre. Donc, vous avez de graves problèmes derrière. Vous avez, en fait, des soucis de choses qui crament, on va dire, d'appareils qui sont complètement détruits, quoi. Par exemple, vous voyez ici... à Albi, par exemple, mal posé, le compteur Linky fait tout sauter, donc ça c'est récent, vous voyez, le 23 août 2017. En plus, c'est quelqu'un qui avait refusé, il était à l'hôpital, ils l'ont posé pendant qu'il était à l'hôpital alors qu'il avait refusé, et quand il est rentré avec sa femme, tout a été grillé. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y en a un petit peu assez quand même de ce genre de choses. Voilà, vous avez Linky, la panne électrique qui fâche. Enfin, c'est pas du tout un cas isolé, quoi. Hein. Là, vous avez, ça s'est produit dans un immeuble à Toulouse, donc en avril dernier, et puis ils avaient décidé 3 mois après, alors qu'ils n'avaient toujours aucune indemnisation, même si Enedis avait reconnu qu'en fait ils étaient un peu responsables. L'expert de l'assurance d'Enedis ne venait pas au rendez-vous contradictoire. Ce qui apparemment est une habitude. J'ai eu un témoignage d'une montalbanaise justement au téléphone qui a 11 000 € de dégâts, d'accord. Ils lui ont posé le compteur alors qu'elle était d'accord, et puis le gars il a mal fait ça, et puis alors 3 chauffe-eau foutus, la chaudière, la télé, etc. Et alors depuis effectivement il se renvoie la balle, le poseur lui a posé 3 lapins cette fois, d'accord, le directeur de la société de pose. Elle a beau essayer de trouver un interlocuteur qui, son assurance a repris évidemment le dossier, mais c'est pareil, ils ne viennent pas au rendez-vous contradictoire, il n'y a que le représentant de l'assurance qui est là. Les poseurs ou Enedis ne sont pas là. Et ça, apparemment, les assurances disent qu'ils ont l'habitude de ce genre de choses. C'est vrai qu'effectivement, il semble que de façon historique, Enedis, donc ex-ERDF, n'ait pas l'air d'être très respectueux, on va dire, de sa responsabilité quand ils ont causé des problèmes. Là, évidemment, c'est via les sous-traitants, mais c'est eux qui sont donneurs d'ordre et qui sont quelque part responsables aussi de la formation de ces personnes qui viennent poser les compteurs. Donc, quelque part, il y a cet historique déjà. Vous avez ce numéro de 60 millions de consommateurs, donc de mai 2014, qui vous montre que ils sont un peu habitués de ces problèmes-là et surtout de laisser les gens se dépatouiller avec leur assurance responsabilité civile qui est censée couvrir en fait, puisque eux, donc, ils bottent en touche. Voilà. Et en plus, le pire, c'est que c'est reconnu même par Enedis. Alors là, vous avez les syndicalistes d'Enedis qui, dans le coin de Nancy, donc en février 2017, avaient décidé de faire une action. Alors, ils avaient coupé la transmission des relevés au niveau des concentrateurs d'une certaine zone autour de Nancy, parce qu'ils protestaient notamment... Alors, ils protestaient parce qu'ils disaient que les salariés de ces entreprises avaient des contrats précaires, qu'ils ne disposaient pas de protection sociale. Alors, c'est bien, hein, on nous fait miroiter les emplois que ça crée. On a des usines extrêmement robotisées qui fabriquent les Linky. Il n'y a pratiquement personne dans une usine à Linky. Et puis, pour la pause, vous voyez ce que ça donne. Et puis, en fait, donc, au niveau de ces syndicats, ils mettent également en avant l'absence de formation de ces poseurs. Alors, ils disent, on a l'information qu'ils ont des accidents d'origine électrique assez importante sur tout le territoire national. On sait que c'est dû à un manque de formation, à un problème de temps et à la pression qu'ils subissent. Parce qu'effectivement, ils sont censés en poser, on va dire, 10 par jour. Donc, ils en ont 50 à poser dans la semaine. S'ils n'ont pas fini, c'est le week-end qu'ils doivent revenir.
Et quand on voit les chiffres officiels qu'Enedis nous donne au niveau national dans la communication qu'ils font, Bernard Lassus, par exemple, le responsable du Linky pour Enedis, il nous annonce des chiffres de pause qui sont bien en dessous de ce 10 compteurs posés par poseur et par jour. Ce qui veut dire qu'effectivement, là, il nous annonce une augmentation considérable de l'embauche du nombre de poseurs parce qu'ils doivent sentir que très loin de s'arrêter, ce mouvement, au contraire, prend de l'ampleur et qu'ils sont ralentis dans leur pause. Donc ils essayent d'avoir beaucoup plus de monde pour poser. Seulement, s'ils sont tout aussi mal formés, ça risque d'être un peu dangereux. Voilà. Alors, monsieur avait enfin le micro. Alors nous, on a la chance, on a le compteur qui est dans l'arrière-cuisine. Donc, il faut qu'il passe le portail, la porte du garage et la porte de l'arrière-cuisine. Oui. Mais on a un compteur, on a un boîtier EDF qui est situé sur sur le muret, puisque c'est un lotissement. D'accord. Est-ce qu'il y a risque technique qui puisse chanter le compteur qu'on a dans la maison, pour en poser un à l'extérieur? Et deuxièmement, tout à l'heure, vous avez dit ceux qui ont les compteurs à l'intérieur sont protégés pour le moment, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un mais par la suite, donc qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire qui nous protégerait plus. Alors, très très bien. Ok. Oui, pour la première question, j'ai déjà entendu dire, très peu, mais qu'ils avaient à un moment donné posé un compteur à l'extérieur parce qu'ils n'avaient pas accès à l'intérieur. Donc, pour le moment, c'est extrêmement marginal. Je ne pense pas qu'ils vont généraliser ça, mais à voir. Deuxièmement, par contre, si vous avez un lecteur simplement à l'extérieur, un lecteur déporté, ce n'est pas la même chose. Si vous avez un compteur à l'intérieur de chez vous et que c'est juste pour le relever, par exemple, vous avez un compteur digital chez vous et puis vous avez un boîtier pour le relever à l'extérieur, il faut quand même qu'ils aient accès à votre compteur digital à l'intérieur. Donc, normalement, ils ne peuvent pas. Puisque c'est dans un lotissement, avant, ils relevaient directement devant ces boîtiers-là, et maintenant, ils relèvent directement au niveau des postes. D'accord. Donc, il y a peut-être quelque chose qui a changé. Il faudrait regarder. Alors, je ne sais pas. Mais pour répondre à votre deuxième question, qui est très importante, effectivement, il y a 20 millions de foyers qui ont des compteurs à l'intérieur de leur logement en France, sur les 35 millions qui sont à changer. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a 20 millions de foyers qui peuvent assez facilement refuser, puisque c'est toujours le même discours, depuis 1 an et demi que ça dure. À chaque fois qu'on nous dit, est-ce qu'on a le droit de refuser, Enedis, et même là maintenant Nicolas Hulot, qui vient de répondre à un maire d'Ariège qui lui avait sollicité, répond, eh bien en gros, la propriété privée ne peut pas être violée, si on peut dire. Donc il botte en touche en disant qu'on n'a pas officiellement le droit de refuser, mais que comme ils n'ont pas vocation à forcer la porte des gens, sous-entendu pour le moment ils n'ont pas le pouvoir de le faire, eh bien tous ceux qui peuvent protéger leur compteur via la propriété privée, eh bien pour le moment sont dans une situation où ils peuvent choisir. Alors c'est de facto reconnaître qu'il y a des citoyens de seconde zone qui eux ont des compteurs qui sont en limite de propriété et eux ils n'auraient pas le choix. Voilà, c'est assez fort quand même, même chez un ministre. Alors ça c'est une chose, mais même pour les gens qui ont le compteur à l'intérieur de chez eux, il faut, c'est pas si facile que ça, résister au harcèlement. Parce qu'il y a un véritable harcèlement qui fait l'objet quand même malgré cette presse un peu contrôlée, d'un certain nombre d'articles qui expliquent en détail un peu la position énervée des maires qui reçoivent beaucoup de plaintes de la part de leurs administrés, d'altercations entre poseurs et groupes de personnes qui défendent un compteur de quelqu'un, etc., etc. Vous avez effectivement une chose qui est importante, la justice a tranché déjà sur l'aspect barricadage. Il y a un jugement très important qui date du 20 juin 2017, qui a été pris par le tribunal de La Rochelle et qui dit, dans le cadre d'une affaire qui oppose un pompier à la retraite, si ma mémoire est bonne, à un poseur qui avait, qui était rentré sur sa propriété privée et qui avait signé les barreaux de protection, d'accord, devant son compteur, et qui s'apprêtait à poser le compteur. Ok, d'accord, vraiment, à l'île de Ré, c'était fort, ils y allaient fort, les poseurs, il n'y avait pas de limite. Et bien, effectivement, là, l'individu, l'usager, l'a repoussé, et le poseur a porté plainte. D'accord? Assez fort, Mais on ne sait jamais, ça aurait peut-être pu être en sa faveur, allez savoir, et ça aurait porté un coup assez difficile quand même à tout ça.
Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, et heureusement, c'est-à-dire que le jugement a été tranché en faveur de l'usager et a tranché que, les protections qu'il avait mises sur le compteur étaient en fait des protections qui étaient des biens privés et qu'il y avait donc eu une attaque, une agression vis-à-vis de ces biens privés par le poseur qui avait scié les barreaux. D'accord ? Ce qui veut dire que, quelque part, il avait une réponse en protégeant son bien qui était proportionnée à l'agression. Donc, l'intervention du poseur était considérée comme une agression. D'accord ? Agression à ses biens privés, et puis violation de domicile, là je ne me souviens plus des détails, mais en tout cas c'était le cas, c'était sur sa propriété, et que donc, il avait eu le droit de barricader, et deux, parce que c'est implicite évidemment, et deux, que son barricadage était censé être protégé par la loi, d'accord ? Parce que c'était un bien privé. Donc ça c'est très important. Alors par contre, quand on a le compteur à l'intérieur, on est déjà protégé sur cet aspect-là, sauf que, ils vont essayer d'y aller au rouleau compresseur, puisqu'ils n'ont pas la loi pour vous dire, regardez là, dans la loi, vous avez tel truc qui vous oblige à nous ouvrir, et sinon, il y a tel problème. Avant, ils ont utilisé, je ne dis pas qu'ils n'ont pas menti. Au tout début, sur Foix, vous aviez des personnes, en particulier des personnes âgées, qui se faisaient dire, attention, il y aura 1 500 € d'amende. Sachant que ça avait été dans la loi, mais que ça avait été retiré de la loi au moment du vote. Donc, c'était un mensonge pur et simple. Ou des menaces de coupure d'électricité, des choses comme ça, d'accord ? Sachant qu'en France, quand même, c'est un service de première nécessité, l'électricité. Si vous payez vos factures, si vous avez un outil de comptage fonctionnel, on ne va pas vous la couper comme ça. Ou alors, en tout cas, on est poursuivable, si on peut dire. Donc ça, c'est une chose. Et puis, par contre, donc, ce qui leur reste, c'est l'intimidation. Et l'intimidation, ça passe par plein de choses. Ça passe par du harcèlement téléphonique, par les poseurs et ensuite par Enedis. Donc les poseurs, par exemple, parce qu'ils ont une période de temps, ils ont découpé le territoire en mailles, et ils ont une période de temps où les poseurs sont censés être responsables de cette zone. D'accord ? Et s'ils n'ont pas pu poser tous les compteurs, après ils font faire une autre zone, et c'est Enedis qui prend le relais. Donc vous avez un harcèlement par les poseurs, puis après un harcèlement par Enedis, en gros. Avec des lettres, avec des téléphones, plus rarement avec des gens qui passent, mais quand même. Donc il est, au bout d'un moment, difficile de résister, parce qu'on en a marre, quoi, d'accord ? Alors, plusieurs choses. Alors, première chose déjà, vous avez tous eu sur votre chaise un petit papier qui vous conseille une procédure sur... alors, si vous ne l'avez pas eu, vous regarderez la sortie. Hop, tenez madame. Ah bon, voilà, vous en avez deux. Ok. Donc, le principe, c'est que vous avez la procédure tranquillité, on va dire, qui est « je coupe court ». C'est-à-dire, je refuse qu'on me harcèle, je ne réponds pas au téléphone, j'attends, je verrai le message et je rappelle les gens qui m'intéressent. Ça vous évitera aussi d'avoir toutes les pubs éventuellement, voilà, qui vont se développer encore plus avec le fameux big data qu'on a évoqué. Deux, vous avez la possibilité plus combative de se dire « Ah bah tiens, j'ai les arguments, je vais essayer de leur répondre ». Si vous avez du temps à perdre, il n'y a pas de problème, allez-y. En tout cas, il y a un petit guide là qui vous donne quelques éléments les plus principaux de ce qu'ils vous disent. Sachez qu'ils sont très créatifs, qu'il y en aura certainement d'autres. On a évoqué donc 1, les pénalités qui n'existent pas, 2, la coupure d'électricité potentielle, 3, le risque, le péril, on va dire, au réseau basse tension si vous barricadez votre compteur. Mais quid alors des 20 millions de compteurs qui sont à l'intérieur? Ils mettent en péril le réseau basse tension peut-être aussi, voilà. Ensuite, vous avez des lettres qui vous sont envoyées ou des choses qui vous sont dites par rapport à une potentielle relève à pied payante, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui pour le moment n'était pas possible parce que vos conditions générales de vente incluent déjà une relève à pied qui est gratuite, qui est inclue dans votre contrat actuel, mais qu'ils essayent de changer. C'est les fameuses nouvelles conditions générales de vente qu'ils ont envoyées à tout le monde. Si vous êtes chez EDF, vous avez reçu ça normalement il n'y a pas très longtemps sans doute. En tout cas, enfin je vous dis ça, si ça se trouve, ne hochez pas la tête, vous ne les avez jamais reçues, puisqu'elles ne sont pas envoyées en recommandé. Vous n'êtes pas au courant, voilà, potentiellement. Ça, c'est une approche. Ce qui veut dire, par contre, qu'à un moment donné, quand ils reviendront vers vous en vous disant « Mais attendez, c'est écrit dans nos nouvelles conditions générales de vente que vous devez, parce qu'il y a des pages que vous ne m'avez pas citées, c'est la page 7 et la page 15.
Dans la page 7 des nouvelles conditions générales de vente, on vous indique qu'en gros, il faut que le client rembourse, vous pourrez dire, ou indemnise Enedis pour tout préjudice qui pourrait avoir été causé en cas de non-respect de ces conditions générales de vente. Ce qui veut dire que ça ouvre la porte à la fameuse relève à pied payante qu'ils essayent de faire passer en disant que puisque finalement il y a maintenant un service qui doit être maintenu rien que pour vous et pour tous les quelques récalcitrants de votre quartier, eh bien on va vous le faire payer parce que ça leur coûte cher. Ça peut être une première chose. Et d'autant plus que vous n'aurez pas respecté les conditions générales de vente dans cette optique-là, parce que page 15, il y a un article qui vous dit, eh bien, il faut que vous laissiez l'accès pour la pose des nouveaux compteurs communicants, d'accord? Avant, il jouait un peu sur les mots, c'était, regardez, il y a marqué la pose, le renouvellement, la maintenance des compteurs, voilà. Au départ, c'était même que renouvellement et maintenance. Alors, il n'y avait pas vraiment de grain à moudre, on pouvait dire, dites donc, c'est pas un renouvellement, là. C'est un sacré changement. D'autant que, vous l'avez vu avec l'article que je vous ai projeté tout à l'heure, Monsieur Monloubou, le directeur d'Enedis, s'est pas gêné pour dire en juillet 2016 sur le journal du Net que Enedis est un opérateur de big data qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. D'accord? Donc, ce n'est pas un renouvellement, c'est carrément un changement, quand même, il faut bien dire, hein, de choses, d'usage. Donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, vous pouvez dire, moi je refuse la pause parce que ce n'est pas un renouvellement. Sauf que là maintenant, ils ont été très explicites et ils ont dit, voilà, la pose des compteurs communicants est obligatoire. Ce qui veut dire que vous pouvez vous dire, mince, si je dis non, ils peuvent peut-être me résilier mon contrat et du coup, ça peut peut-être m'amener à plus avoir l'électricité. Eh bien, c'est bien ce qu'ils espèrent, c'est que vous ayez peur de ça, c'est sûr, évidemment. C'est pour ça qu'ils le font. Hein. Alors, le principe général de ça, c'est que vous avez en fait plusieurs approches possibles. On a vu l'approche, je botte en touche, j'attends, je patiente, je temporise. Qui dit que je l'ai reçu, je nierai tout en bloc. D'abord, il faudra qu'ils me l'envoient en recommandé, ça va leur coûter beaucoup, beaucoup plus cher. À la rigueur, c'est pas grave, c'est avec nos sous. Mais enfin, effectivement, pour le moment, je fais le gros dos et je dis non. Je dis rien du tout, je n'ai pas reçu, je n'ai pas cliqué sur, quand ils ont proposé de me l'envoyer par mail, je n'ai pas dit oui j'accepte ou non je refuse, j'ai rien dit. J'ai fait le mort, j'ai pas reçu, je ne sais pas. Ah bon, il y a des nouvelles conditions générales de vente? Voilà, ça peut être une approche. Une autre approche, c'est celle qui est préconisée par exemple par l'association Robin des Toits, qui peut être intéressante aussi, il faut voir ce que ça va donner. Leur conseil juridique, donc Maître Corneloup, a recommandé une lettre qu'il propose pour en fait refuser ces conditions générales de vente, mais en ne mentionnant pas le Linky, en ne parlant que d'un aspect, on va dire, clause abusive, sans du tout parler de la pose forcée des Linky comme étant une clause abusive, mais en disant qu'à plusieurs reprises dans les conditions générales de vente, on indique qu'ils peuvent résilier le contrat pour tout manquement de notre part à une quelconque partie de ces conditions générales de vente. Ce qui constitue quelque part une clause abusive et qui pourrait être l'objet d'une plainte devant la commission des clauses abusives, etc., etc. Donc eux, ils proposent une lettre qui, pour ces raisons, refuse en bloc les conditions générales de vente. Donc là, ça accuse réception du fait que vous les avez eues et ça dit qu'on les refuse. Alors après, deux options possibles, on pourrait dire, ou trois. Option 1, ils font rien. Bon, ça dépend peut-être du nombre. S'il y a une très grande majorité des gens qui écrivent en disant qu'ils refusent ces conditions générales de vente, qu'ils soient au courant du risque qu'il y a derrière, etc., ils ne vont peut-être pas pouvoir sévir contre tous ces gens-là en même temps. C'est possible, parce que ça fera mauvaise presse. Vous vous souvenez de l'image de l'entreprise et tout ça et tout ça. Deuxième chose, ils peuvent peut-être se dire, on va faire quelques exemples. Alors, on va couper l'électricité à 2-3, et puis on va médiatiser ça avec nos amis dans les médias, ça va faire mousser les choses, ça fera peur à tous les autres, et du coup, eh bien, ils vont potentiellement céder. C'est possible. Ça leur ferait peut-être pas une très bonne presse quand même, justement. Ben, ils n'ont pas le droit... C'est vrai, mais c'est comme pour le couple de tout à l'heure. Le couple qui a fini par payer ses 400 et quelques euros, et c'était pas du tout justifié. Mais ils n'ont pas eu le courage, à plus de 80 ans, de se dire, allez, on va aller en justice, on va prendre un avocat, on ne sait pas combien ça va nous coûter, combien de temps ça va nous prendre, mais on ne peut pas payer les 400 euros et quelques qui nous restent, parce que quand même, il y en a qui vont le faire, mais pas beaucoup. Donc, sur le nombre, ils se rattrapent, si on peut dire.
Et là, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose. Vous avez une situation où soit il y a la force du nombre, c'est-à-dire vraiment il y a un raz-de-marée et du coup ben, on ne peut pas passer en force, parce que quand même il y a vraiment trop de monde et ça va faire désordre. Soit ben, on prend les gens les uns derrière les autres, c'est pour ça que le fait de dire je fais le mort et on verra plus tard, ça fait aussi que chacun du coup se retrouve seul un peu plus tard face au problème quand peut-être ils vous auront envoyé les conditions générales de vente par recommandé, etc. C'est possible. Alors, par contre, la deuxième option, donc couper le courant, elle est peut-être peu probable parce qu'effectivement, ça leur ferait quand même une mauvaise presse. Et comme il y a quand même beaucoup de gens qui sont remontés par rapport à ces compteurs, il ne faudrait peut-être pas qu'ils en rajoutent trop. C'est possible. Troisième chose possible, et que je vois beaucoup plus probable, moi, c'est le profilage, si on peut dire, d'une relève à pied payante. Hein, comme ce qui s'est passé dans d'autres pays, par exemple, au Québec, où vous aviez, par exemple, aucun choix de savoir si on allait avoir un compteur communicant ou pas, c'était obligé. Et où finalement, eh bien, à force de râler, de protester, de mettre la pression, enfin en clair, ils ont eu des problèmes de santé importants là-bas avec les compteurs à micro-ondes, eh bien, ils ont obtenu une relève à pied payante, mais très chère, dissuasive, quoi. Ce qui est bien l'objectif là, à mon avis. Et ils ont continué à mettre une pression importante et ils ont fini par obtenir une relève à pied qui n'est pas gratuite, mais qui est moins chère, qui est l'équivalent en dollars canadiens de 3 € par mois. Alors vous me direz, c'est déjà trop cher par rapport au fait qu'on a un truc gratuit actuellement. Mais il y en a peut-être qui choisiront quand même de payer ça plutôt que d'avoir un Linky. D'accord? Et d'être tranquille. Il y a aussi ceux qui diront, pas question, j'ouvre pas ma porte et je ne veux pas payer ça. Et là, après, peut-être que ça finira devant les tribunaux. Mais allez savoir, là c'est pareil, il faut se regrouper pour pouvoir avoir un poids. Un poids juridique, un poids médiatique. Donc, il est possible aussi là que pour ne pas ternir leur image, ils cherchent à développer quelque chose qui soit plus en rapport avec une relève à pied avec des frais dissuasifs qui fassent plier les gens les uns après les autres, comme malheureusement ça marche assez bien quand il y a les poseurs qui disent « Ah oui, mais attendez, si vous ne prenez pas le compteur Linky maintenant, plus tard il sera payant. » Alors là, c'est complètement inventé parce que le compteur Linky, vous le payez déjà dans vos taxes sur les factures. Il est déjà prélevé dans vos taxes. Il n'est pas gratuit. Si on vous dit qu'il est gratuit maintenant... Alors, potentiellement, oui. Mais encore faudrait-il que vous soyez d'accord pour cette pause. D'accord? Ça veut dire que si vous ne le prenez pas maintenant, demain il sera payant. Ça veut dire quoi? Si vous ne le prenez pas aujourd'hui, demain vous paierez peut-être la pause si finalement vous décidez de l'accepter. Ça dépend aussi de l'avenir. C'est quelque part une manière de vous mettre une pression aujourd'hui sur un avenir hypothétique. D'accord? Alors, et je répète, c'est aussi la limite de ce que vous mettez à ce que vous êtes capable d'accepter ou pas. Et puis la fameuse relève à pied, c'est pareil. S'ils la font très dissuasive, il peut y avoir des gens qui disent « Ah, moi je ne peux pas payer... La CRE avait tâté le terrain par une sorte d'enquête en 2015, à l'automne 2015, elle avait dit 19 € hors taxe par mois. Vous laissez planer ça comme idée, comme chiffre, oulala, il y a plein de gens qui disent moi je ne peux pas. D'accord? Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important. Alors, il y avait, oui, madame, et puis monsieur, et monsieur. Oui. Une question. Bon, voilà, pour moi, mon mari électricien était tout à fait contre le compteur Linky. Oui. Et il m'avait dit, il ne faut surtout pas le poser. Mon mari vient de décéder. D'accord. Le compteur Linky, il a été posé très rapidement, j'étais absente. J'ai envoyé un courrier dès que j'ai reçu la lettre d'Enedis, le 1er octobre. J'ai envoyé un courrier en refusant la pose du compteur. 6 jours après, il était posé. J'ai envoyé un courrier, je suis allée sur mon devoir citoyenne et j'ai suivi la marche, c'est-à-dire envoyer un courrier au directeur d'Enedis à Paris, un courrier au directeur territorial de Montauban, oui. et un courrier à la société qui pose les compteurs, oui. et un courrier à monsieur le maire de Montbeton. D'accord. Donc vous avez la copie. réponse Oui. là, que vous pouvez lire à tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, le compteur a été posé sur la limite de propriété puisqu'il se trouve sur le mur. Voilà. Quand j'ai trouvé la lettre, lorsque je suis arrivée dans ma boîte aux lettres, vous pouvez marquer dépannage que j'ai ici. Voilà, dépannage, il y a écrit sur la lettre. J'ai appelé au numéro à 5 com
Je me suis mise très en colère. Très en colère. Et la personne m'a renvoyé à quelqu'un d'autre. J'ai dit, quel est votre nom? Il m'a dit, je ne vais pas vous dire mon nom. Ah, mais si. Je ne vous le dirai pas. Et il y a la loi du 7 juillet 2011 qui est passée à délibérer, l'article L 341, où on est obligé d'accepter les compteurs Linky. Voilà ce que m'a dit ce monsieur. Oui, c'est leur communication habituelle. Voilà. Donc, effectivement, je suis là avec mon compteur et la lettre de monsieur le maire que vous pouvez lire. Mais que dois-je faire actuellement maintenant avec mon compteur? Alors c'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'il est posé, ils vont vous dire de toute façon, comme ils le disaient aux poseurs, quand on les surprend en train de poser, ils vont vous dire il n'y a rien à faire. Hein, c'est comme ça, il est posé et voilà, on ne reviendra pas en arrière. Et vous avez beaucoup moins de levier d'action maintenant que vous n'avez plus votre ancien compteur, ça c'est clair. Alors à ce stade, moi, la seule chose que je vois, c'est la fameuse action de groupe avec l'Expressia. Ou une action individuelle si vous voulez, mais ça sera considérablement plus cher, c'est sûr. Mais par contre, voilà, après vous êtes libre évidemment d'un avocat et comme vous voulez, quoi. Ceci dit, pour vous donner une petite idée, par exemple, des référés classiques, c'est entre 800 € et 3000 €. D'accord, pour un avocat. Et quand vous payez, on va dire, ce genre de frais, c'est que généralement, vous avez un petit peu de marge de manœuvre. Je pense que ce n'est pas trop accessible pour beaucoup de gens. D'accord. Vous avez l'action collective, c'est 48. Et vous avez également, comment dirais-je, vous avez également la possibilité d'aller au fond après, parce que le référé, ça va être quelque chose qui est, bon, est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a un problème d'urgence? Est-ce qu'il y a quelque chose à régler de façon rapide? Le jugement au fond, c'est dans la durée, d'accord? Et ça, c'est aussi quelque chose de plus difficile. Alors, à ce stade, moi je dirais, le seul point que vous pouvez faire, c'est un